Salut les amis et bienvenue cette semaine à nouveau dans le GCN Show. On a décidé de revenir évidemment sur les parcours qui ont été dévoilés dès Tour de France 2022, puisqu'évidemment on aura droit à la première réédition du Tour de France Femmes. On va recueillir les avis des principaux intéressés et évidemment on va débattre avec le poteau Lolo. Allez, c'est parti! Et ouais mon Flo, et on commence tout de suite avec le Tour de France masculin avec un grand départ au Danemark. Ils entreront dans le vif du sujet d'entrée avec la deuxième étape, Flo. Et oui, deuxième étape propice aux bordures. Oui, ben on va partir de Copenhague déjà, la capitale du Danemark. Lolo, c'est bien, je vois que tu as révisé la géographie. Ça fait plaisir parce que c'est vrai qu'avec les situations Covid, on n'avait plus trop vu l'extérieur de la métropole française. Donc voilà, un nouveau grand départ à l'étranger qui va nous donner des paysages inhabituels. Et on sait qu'en plus, les Danois adorent le vélo. Et comme tu l'as dit, donc il y aura un chrono inaugural à Copenhague, mais c'est surtout la deuxième étape qui va nous intéresser. Dis-nous pourquoi, Lolo, parce que je sais que tu as fait tes petites notes. Et il y a un passage un peu particulier sur cette deuxième étape. Et oui Florian, une étape qui se fera en bord de mer, donc comme je le disais, propice aux bordures. Mais attention, en fin d'étape, un pont de 18 km à traverser. Donc là, autant te dire que, en plus c'est sur la fin de l'étape, qu'il va y en avoir un paquet dans la caillasse. Oui, si ça bordure, c'est vrai que c'est toujours un peu particulier. Un pont aussi long, forcément, le vent qui passe de tous les côtés, il va falloir être bien placé. Ça va être très intéressant dès cette deuxième étape de voir si certains se retrouvent piégés. On n'attendra pas très longtemps pour voir un profil très différent et c'est le grand retour des pavés. Avec cette étape numéro 5, Lille-Arambert, porte du Hainaut, 155 km avec presque 20 km de secteur pavé, tous rassemblés dans les 75 derniers kilomètres de l'étape. Donc a priori, ça promet à nouveau du spectacle, avec pourquoi pas, sait-on jamais, vu qu'on l'a connu à nouveau il n'y a pas si longtemps que ça, quelques gouttes de pluie sur le parcours. Évidemment, comme d'habitude, en tant que spectateur, on le souhaite, en tant que coureur, beaucoup moins. Ah ouais, ça c'est sûr. Mais ça sera beau à la télé, oui, mais moi je leur souhaite pas qu'ils aient la pluie. Ou alors, franchement, déjà sur cette deuxième étape, il pourra y avoir des gros écarts. Et là, en plus, cette étape de pavé, la cinquième, tu peux refaire encore des très gros écarts sur les leaders. Il y a l'aspect mécanique qui peut rentrer en compte, la casse et compagnie. Franchement, moi je pense qu'on aura du très beau spectacle sur ce début de Tour de France avant d'aller entamer les cols. Oui, et puis en parlant de col, dès la septième étape, on va retrouver un départ en Lorraine avec l'arrivée à la super planche des belles filles, sur une étape finalement assez concentrée dans ses difficultés sur la fin, puisque le parcours est relativement classique avant d'escalader cette montée unique dans le final, qui va convenir évidemment à des punchers. Et mon regard se tourne vers notre champion du monde, Julien Alaphilippe. Finalement, je trouve que Loïc, je sais pas ce que tu en penses, mais cette première semaine de Tour, elle ressemble pas mal à la première semaine qu'on a eue en 2021. Avec beaucoup d'embûches et je pense qu'on comptera déjà les éliminer à la fin de la première semaine, t'en dis quoi? Ah franchement, ouais, je pense que déjà il y aura quelques leaders qui vont se faire éliminer d'entrée, comme je te le disais, sur les pavés, le vent. Là, la première, la super planche des belles filles. Et en plus, la super planche des belles filles qui se termine sur une route non asphaltée. Oui. Donc c'est de la piste sur la fin. Donc je pense que la première semaine, il peut y avoir de très gros dégâts déjà de fait dans le peloton et chez les leaders. Donc peut-être que cette année, on aurait une surprise sur le vainqueur final. Pourquoi pas, pourquoi pas un Julien Alaphilippe. Ouais, là on s'enflamme un petit peu, mais c'est vrai que la première semaine lui est plutôt favorable, évidemment, tout comme à toute la Deceuninck Quick-Step, forcément, à laquelle on pense, avec un départ au Danemark. Ils ont quand même un fort accent danois, avec des Kasper Asgreen par exemple, des Michael Morkov. Donc je pense qu'ils auront à cœur de briller sur ces premiers jours. Passons à la deuxième semaine, Loïc, qui va nous amener dans les Alpes. Jusque-là, c'est relativement classique. L'étape numéro 11, qui sera une vraie étape des Alpes, nous offre quand même un beau profil. Avec les lacets de Montvernier, tu te souviens, c'est ces lacets dans lesquels on ne peut pas laisser accès aux voitures ni au public tellement ils sont serrés, qui donnent à chaque fois des images magnifiques. Il y aura également le télégraphe, le galibier, donc c'est déjà bien indigeste, mais surtout le retour d'un col qui a été gravi une seule fois dans le Tour, c'est le Granon, et c'est 11,3 km à 9,2% de moyenne, avec une arrivée à plus de 2400 mètres d'altitude. Donc là, ça sent la vraie étape de montagne du Tour, voire même quasiment du Giro, quoi. 150 km avec ça au milieu,
là c'est du solide. Ouais, c'est ça, il n'y a que 150 km, et vu le nombre d'ascensions, autant vous dire que le plat, il va pas y en avoir beaucoup, parce qu'il y a la montée, la descente, bon, il doit y avoir quoi, 10 bornes de plat, et encore, ça va être un sacré chantier, mon Florian, avec des cols qui sont à quoi, 7-8% de moyenne, tous, ouais, ça va être compliqué. Et en plus, là, tu dis, très bien, c'est la 11e étape, mais la 12e étape, Flo, la 12e étape, c'est Briançon-Alpe d'Huez, c'est le même gros bourbier. C'est un chantier naval. Donc ça veut dire qu'ils vont enchaîner 2 jours ultra durs en montagne. Le deuxième jour, il y aura 2 passages à plus de 2000 mètres d'altitude. À 2000 mètres d'altitude, tu respires pas pareil. Attention. Donc autant te dire, mon Flo, que là, le tour peut grandement se jouer. Oui, c'est sûr, on est encore qu'en 2e semaine. Là, on revient vraiment sur du classique avec le retour des lacets de l'Alpe d'Huez. On est tous contents parce que forcément, c'est mythique dans le tour. C'est bien d'innover, mais c'est aussi bien de garder un pied dans la tradition. Pour cette 2e semaine, forcément, ce sera les 2 grosses étapes. Il n'y aura pas vraiment beaucoup d'opportunités pour les sprinteurs. Hein. Moi, c'est ça qui me marque dans ce parcours. Dans les autres étapes marquantes, on passe directement à la fin de ce tour parce qu'après, ça reste relativement du classique, même s'il y a beaucoup de casse-pattes. J'ai noté l'étape numéro 17, vers chez nous, mon Lolo, Saint-Gaudens-Peyragudes. Là aussi, on est dans du classique, mais seulement 130 km. Là aussi, c'est un parcours court, condensé, qu'on retrouve avec du classique quand même. On aura Col d'Aspin, la Hourquette, et le Val-Louron-Azé. Évidemment, pour finir, à Peyragudes. Ouais, et il faudra attendre, c'est au bout de 50 bornes, je crois qu'il commence à monter des cols, et on sait que dans les 67 derniers kilomètres, il y a 40 bornes de montée. Ouais. T'imagines le chantier, enfin toi t'imagines bien parce que t'aimes pas ça la montée en plus. Hein. Donc t'imagines les gaziers dans quel état ils vont être. Et 17e étape, hein, t'es sur la fin de ton tour de France. Attention. Si, j'aime ça la montée, surtout quand c'est à la télé. Ouais, c'est joli. Et tout comme dans les Alpes, Loïc, on enchaîne avec 2 étapes collées comme ça, chantier, puisque le lendemain ce sera Lourdes, Hautacam, et là à nouveau on prend les mêmes et on recommence, puisqu'on a à nouveau un format court, 140 km, enfin court relativement, 140 km avec l'Aubisque notamment, le Soulor, col de Spandel, que je ne connais pas en l'occurrence, ça pourrait être une belle découverte, qui sera une découverte pour le Tour également, et évidemment le Juge de paix à Hautacam. Donc 2 belles étapes, on va dire alpestres, 2 belles étapes pyrénéennes, donc jusque là c'est du classique tout en apportant des petites touches d'innovation avec des nouveautés dans ce Tour de France. Sur la fin du tour, Lolo, on a enfin c'est pas vraiment une innovation, on l'a déjà vu dans le tour, mais en tout cas une formule qui marche bien pour laisser un peu de suspense, on le sait, puisqu'on va finir par un contre-la-montre l'avant, on va dire Champs-Élysées, donc la veille de l'arrivée au champ, entre La Capelle, Marival et Rocamadour dans le Lot. Du coup, t'en penses quoi de ce chrono ? Ben moi je trouve ça cool. Alors là potentiellement tu peux avoir un gros chamboulement au classement général. Ça dépend ce qui a été fait avant, si le leader a déjà une avance conséquente ou pas. Mais on part sur 40 bornes de chrono. 40 bornes c'est long. Enfin bon, c'est long. Tout est relatif, mais sur un grand tour, c'est très long. Et puis, il faut savoir que la distance totale de contre-la-montre sur le Tour de France cette année, c'est 53 km. L'année précédente, je crois que c'était 58, sachant qu'il y a eu plus de chronos l'année précédente. Donc, tu vois, là, pour le coup, moi, je te dis, point de vue stratégique, je pense qu'il peut y avoir un gros changement au classement général. Après, attention, le chrono n'est pas dur. C'est un truc de spécialiste. Certes, il est un peu casse-pattes, il y a 2 bosses, je crois que sur la fin, mais il est pas très compliqué. Donc, à voir, ce sera la fraîcheur, je pense, qui va primer. Il faut y arriver à Rocamadour quand même, ça grimpe à la fin. Mais en tout cas, c'est un vrai chrono de spécialiste sur le final du tour. C'est vrai qu'il peut y avoir de gros écarts. Bon, espérer qu'on ait une situation qui permette de laisser un peu de suspense et pas un Pogačar super dominant comme en 2021. Bref, conclusion, un parcours intéressant. On prend un peu les mêmes formules que ces dernières années qui ont donné du spectacle. On mélange tout ça avec un départ à l'étranger et ça devrait nous promettre du beau spectacle en espérant que, comme cette année, il n'y ait pas trop d'éliminés malgré tout en première semaine pour nous laisser une belle bataille dans les 2 suivantes. Moi, j'ai juste une chose en conclusion, Loïc, avant qu'on écoute des réactions.
c'est peu de place pour les sprinters, j'ai quand même noté ça. Est-ce que tu penses du coup que ça peut pas être paradoxalement un avantage pour Cavendish, dans le sens où, a priori, si lui, il se focalise malgré tout sur le peu d'opportunités sur le tour, il y aura peut-être moins de concurrence, au départ en tout cas. Bah ouais, carrément, ça peut être vraiment une très belle opportunité pour lui. Après, est-ce qu'il va le faire? Est-ce qu'il sera au départ du tour? Tu vois, il y a plein de choses qui rentrent en compte. Mais clairement, si on part dans ce schéma-là, que De Koninck, qu'ils arrivent avec lui, avec à la fin aussi un leader, je pense qu'il aura sa place tranquillement dans son coin pour aller faire les sprints. Ouais, moi je pense que c'est une bonne opportunité pour lui, mon Florian. En parlant du cave et de Julien Alaphilippe, justement, je te propose qu'on écoute notre champion du monde et qu'on voit ce qu'il pense de ce parcours. Julien Alaphilippe, présentation du Tour de France, forcément un moment spécial. Rien que l'arrivée sur scène, on a vu, ça donne des frissons. Ouais, c'est toujours un moment sympa et très content de découvrir le parcours pour l'année prochaine et il y a de belles opportunités avec surtout une première semaine mouvementée, toutes les étapes avec un profil un peu différent, donc non, ça va être chouette. Je suis jamais allé au Danemark, donc c'est sympa. Le Danemark, Michael Morkov, Kasper Asgreen, c'est une équipe en plus de Koninck Quick-Step qui va aimer cette première semaine avec le vent, les pavés, l'arrivée jusqu'à la super planche de Belleville. C'est des endroits que vous connaissez. Saint-Etienne aussi, ça va forcément vous rappeler des souvenirs et quelque part, il y a des objectifs qui doivent un peu être en tête déjà. Ouais, bien sûr. Quand je vois le parcours, il y a tout de suite de l'envie, de la motivation qui vient sur les premières étapes. Après, on va donner le maximum. Il faut d'abord profiter un peu du petit break hivernal et préparer ça la saison prochaine tranquillement après. Je voulais vous poser une question juste à côté. Il y a Marion Rousse, la nouvelle directrice du Tour de France Femmes avec Zwift. Vous avez vu ce premier parcours féminin avec une arrivée à Épernay? On a vu des images qui vous forcément tiennent à cœur. Qu'est-ce que vous pensez de ce Tour de France Femmes et de ce premier parcours? Il y a des belles étapes aussi pour les filles. Ouais, tout d'abord, je suis super content pour elles, pour le cyclisme féminin, pour le cyclisme en général. Vraiment chouette d'avoir le retour du Tour de France et puis ils ont un très beau parcours, je pense. Elles ont vraiment de belles étapes qui les attendent et pour Marion, je suis très, très content, très fier d'elle. Elle le fait avec beaucoup de passion et c'est un rôle qui lui tient à cœur. Merci beaucoup. Très intéressant, Florian, cette réaction de Julien Alaphilippe. Du coup, on va voir. Moi, j'ai hâte de voir la De Koninck comment ils vont manœuvrer sur ce Tour 2022. Julien nous a parlé du Tour de France féminin et de Marion. Du coup, j'ai envie de te dire qu'il nous a fait la transition parfaite, non? Oui, je te propose qu'avant d'en parler également, qu'on écoute directement Marion Rousse, donc fraîchement nommée nouvelle directrice de ce Tour de France Femmes. Ouais, c'est un nouveau rôle, c'est vrai. Je suis vraiment honorée d'être la nouvelle directrice du Tour de France Femmes avec Zwift. C'est quelque chose d'historique dans le cyclisme féminin qui a évolué depuis que j'ai arrêté ma carrière. Je le vois bien, ça n'a plus rien à voir. Il y a des équipes qui se sont créées. Il y a de plus en plus de courses comme Paris-Roubaix qui a été une vraie réussite. En termes d'audience, ça a été incroyable. Donc, on montre vraiment qu'il y a de l'intérêt pour le cyclisme féminin. On n'est pas là par hasard. Et ce matin, voilà, le réveil il a sonné très tôt, mais j'étais la plus heureuse de pouvoir aller au Palais des Congrès pour présenter cette première édition du Tour de France Femmes. Et je sais qu'on est juste au début. Et ça, c'est une sensation vraiment particulière. On ne se met pas de barrière. Nous, notre priorité avec Armory Sport Organisation, c'est que cette course, dans 100 ans, elle existe encore. On n'a pas envie de faire 3, 4 éditions et puis dans 4 ans, on laisse tout tomber parce que ça n'aura pas marché. Ça, c'est hors de question pour nous. Donc c'est pour ça qu'on a pris un schéma de 8 étapes. Voilà, parce qu'on sait que ça va marcher, qu'on est capable de le faire, de le réaliser. Par contre, on ne se met pas de barrière. C'est pas parce qu'on part, par exemple, de Paris que l'année prochaine, on partira de Paris. Ça veut rien dire. Et peut-être que ça sera des étapes plus longues, peut-être aussi plus d'étapes, mais ça, on le verra au fur et à mesure. C'est particulier, parce que je me revois encore, moi-même, devant ma télé, que ce soit pour Paris-Roubaix ou le Tour de France. J'étais comme tous les garçons qui couraient avec moi tous les dimanches à l'âge de 6 ans devant ma télé, mais je savais très bien en fait que je pourrais jamais faire le Tour de France puisqu'il n'existait pas. Et c'est vrai qu'aujourd'hui j'ai une pensée pour toutes les petites filles qui vont pouvoir elles se dire tu vois maman, papa, dans quelques années ce sera moi. Et ça c'est une fierté. Ouais.
Thank you very much. Merci. Et voilà, du coup, on a droit au grand retour de notre Tour de France féminin. Moi, je trouve ça fantastique, c'est génial. Alors cette année, ils ont choisi une formule plutôt, j'ai pas envie de dire light parce que je trouve ça péjoratif, mais ils partent sur un tour d'une semaine. Je pense que ce sera très bien pour relancer cette course et pour pouvoir voir où progresser. D'ailleurs, Marion l'a dit, ils ne se ferment pas les portes quant à la durée du Tour de France féminin. Ils partent sur 8 étapes cette année, peut-être plus l'année prochaine. Moi, j'attends de voir. En attendant, la formule, c'est un départ, un grand départ à Paris, à la Tour Eiffel. Donc en fait, ils font plus ou moins l'inverse des hommes. Hein. Ils font Paris-Champs-Élysées, 80 km de course sur la première étape. Et puis voilà, t'en penses quoi, toi, Flo? Bah écoute, oui, on va progressivement se déplacer vers l'est de la France jusqu'à une arrivée finale le dimanche 31 juillet. Donc c'est bien de rappeler que ce sera la dernière semaine de juillet qui se fera au sommet de la super planche des belles filles. Comme tu l'as dit, c'est super que le Tour de France féminin revienne. C'est vrai que je mettrais un petit bémol, je trouve ça dommage qu'on n'arrive pas à offrir dès cette première édition aux femmes une vraie étape de montagne dans les Alpes, par exemple, ou dans les Pyrénées, mais en tout cas, voilà. Il y aura quand même un passage par les Ballons d'Alsace. Il y aura quand même cette super planche de belles filles. Il y a du terrain pour donner du spectacle. Il y a de quoi donner envie d'en voir davantage. Et comme tu l'as dit, Marion Rousse a dit, le but de ASO, c'est de pérenniser cette course et de ne se fermer aucune porte. Donc on est déjà très impatient de voir le spectacle qui va nous être donné sur ces 8 étapes et pourquoi pas justement pouvoir soutenir les femmes un peu plus dès l'année suivante en leur donnant plus sur le parcours, plus d'opportunités de se montrer. Mais encore une fois, hein, Loïc, tu ne me contreras pas, c'est les coureurs qui font la course et c'est valable que ce soit chez les femmes ou chez les hommes. C'est ça, et puis comme tu l'as dit, il pourrait y avoir potentiellement du spectacle, vu que sur la 4e étape, qui est 3 barres sur Aube, qui fait 126 km, il y aura les traditionnels chemins blancs, un peu comme le Strade Bianche. Donc on a vu le premier Paris-Roubaix féminin cette année, où il y a eu un gros spectacle. Certes, il y avait des conditions dantesques, mais là, sur un Tour de France, rajouter des chemins, il peut y avoir tout autant de spectacles. Moi, j'ai adoré regarder Paris-Roubaix. Du coup, franchement, je pense que j'adorerais regarder ce Tour de France féminin. C'est vrai, c'est vraiment le point positif, malgré le fait qu'on ne traverse pas vraiment la France pour ce Tour de France, c'est qu'ils aient cherché vraiment à diversifier les possibilités données. Donc, il y a un petit peu de montagne, il y a des chemins blancs, comme tu l'as dit, il y a les Champs-Élysées, même si c'est assez inhabituel, on va commencer par ça. Donc, il y a quand même beaucoup de terrain d'expression et on va retenir ça plus que le côté géographie assez concentré sur l'Hexagone. En tout cas, on est très curieux et très impatient. On aura droit cette année, en 2022, à une semaine de rab et on va pas bouder notre plaisir. Donc retenons le verre à moitié plein plutôt que le verre à moitié vide. Et vive le Tour de France féminin. En tout cas, nous, on sera là pour les soutenir. On espère que vous aussi. Et Loïc, moi, je te propose qu'on range le Tour de France. On en a pour 6 mois à attendre et qu'on passe à l'actu. Parce qu'en attendant, on a une belle saison Zwift à terminer cet hiver. Ouais, on passe à l'actu, c'est parti. Et en première actu, oui, Flo, il me semble que tu as participé à une course Zwift. Alors là, moi je trouve ça génial. Bon, il y a la team JCN hein, sur cette fameuse course Zwift. On a Sebas, présentateur espagnol, qui a fait 4e. On a eu Connor Dune qui fait 22e. Et toi, Flo, tu as quand même réussi à régler le sprint du groupe Eto. Et là, respect. Raconte-nous ta course, Flo. Franchement, raconte-nous ta course. On veut tout savoir. Tu fais bien de chambrer parce que dès ce soir, tu vas me rejoindre pour la 2e session de cette Zwift Racing League. Donc, c'est pas n'importe quelle course Zwift. Hein. C'est quand même du haut niveau, il faut préciser. C'est des courses relativement longues pour des formats Zwift. Donc, c'est vrai qu'il y avait un petit moment que j'avais pas fait de rythme. Et donc, clairement, pour résumer ma course en 3 étapes, première étape, ça part à bloc, donc 400 watts au bout de 10 minutes alors que ma FTP du moment doit être autour de 300, je me suis dit je vais pas durer longtemps. Donc ce qui devait arriver arriva, j'ai pris le premier wagon du groupe Eto, voilà, dans lequel je me suis trouvé très à mon aise, hein. Je pense qu'on était très contents de se retrouver un petit peu détachés. Voilà, et puis deuxième étape, faire en sorte de rester dans ce groupe Eto parce qu'il faut rester quand même concentré quand c'est une heure de course. Et troisième étape, le sprint du groupe Eto. Et là, voilà,
C'est la grande victoire parmi les battus. Bon, blague à part, voilà, on va continuer à faire des courses régulièrement pendant tout le mois d'octobre sur cette Zwift Racing League et vous allez pouvoir toutes les semaines voir un petit peu nos progrès parce qu'a priori, on peut pas régresser vu de là où on part. Et je suis curieux, Lolo, de voir ce que tu vas donner ce soir, comme ça on pourra en parler dès la semaine prochaine. Bon, on avait autre chose dans l'actu. Ouais, on avait quand même autre chose avec Cell San Marco qui agrandit sa famille avec les traditionnels short fit, ces modèles de selle très courts avec un trou assez imposant au milieu. Donc ils l'élargissent, ils vont en sortir encore plus, c'est les short fit 2.0, une selle tout aussi large avec des différentes largeurs de trous. Je salue, j'ai hâte de voir et tu sais que j'adore les selles avec des trous. Ouais, je sais. Particulièrement adapté pour nos amis triathlètes, si vous cherchez une nouvelle selle par exemple, ou tous les amants de selles au format court qui sont de plus en plus à la mode, y compris chez les routiers. Hein. La dimension des selles a quand même beaucoup été réduite ces dernières années. Et c'est pas plus mal parce que ça nous évite de faire le fameux bec de selle qui en général est pas très bon pour nos derrières. D'ailleurs, si vous voulez voir une vidéo sur comment améliorer le confort, allez voir celle qui est sortie la semaine dernière. Ça pourrait, sait-on jamais, vous aider. Lolo, je te propose qu'on passe aux résultats. Et ça y est, on est rentré pleinement dans la saison de cyclocross avec déjà cette deuxième Coupe du Monde. On est sur la phase de début de saison donc, qui se déroule aux États-Unis. Et donc, cette fois-ci, c'était du côté de... comment tu prononces? Iowa City. On va encore se faire chambrer. Moi, je dirais, ouais. Là-bas, quoi, aux States. C'est ça. Et tu vas être content, Lolo, parce que cette semaine, on n'a pas droit à un podium 100% belge chez les hommes et 100% hollandais chez les femmes, même si on prend les mêmes et on recommence pour les vainqueurs, puisque c'est Elise Orbit qui s'impose chez les hommes et Marianne Vos chez les femmes. Dis-nous qui complète ce podium, tiens, d'ailleurs. Bah écoute Flo, déjà chez les hommes c'est Van der Aert qui fait 2 et Van Tourenhout qui fait 3 et chez les femmes on a Betsema qui fait 2 et en troisième on a, tu vois, en troisième au final il n'y a qu'une couleur qui fait changer tout le classement pour que ce ne soit pas que des Hollandaises. Voilà, qu'une couleur sur le drapeau, pardon, parce que moi j'ai l'image, forcément. C'est Vas Blanca Kata, la hongroise, qui complète le podium. Voilà, le drapeau qui est vert, blanc, rouge, et non bleu, blanc, rouge pour les Hollandais. Ouais, c'est vrai, et puis ça fait plaisir, au moins. Elle met fin à l'hégémonie hollandaise, au moins pour cette semaine. Loïc, je te propose qu'on termine ce show, comme d'habitude, avec le vélo de la semaine, et un petit peu de nostalgie dans le commentaire de notre élu de la semaine, qui s'appelle ILRDB. Je ne sais pas trop comment le prononcer. En tout cas, bravo à lui pour cette belle photo, qui apparemment n'est pas toute récente, même s'il l'a postée récemment sur l'application JCN. Et ce magnifique Orbea Orca, pour lequel on a primé d'abord la photo, parce qu'il a fallu l'amener tout là-haut, et puis aussi le sens du détail, avec les gaines assorties au logo Orbea, avec la guidoline assortie, le flanc des pneus, on sent le sens du détail. En tout cas, dans son commentaire, il nous dit « Nostalgie des sorties en montagne, ici en haut du Galibier, à jouer les Pogacar ». Voilà, avant le retour de la saison hivernale, elle est sortie en manches longues, cuissards longs, gants sur chaussures avec la goutte au nez. Voilà, donc on se consolera avec les sessions de home trainer comme nous le propose cet abonné. En tout cas, bravo pour cette belle photo. Et même si le Galibier va être de plus en plus compliqué à monter durant l'hiver, on n'en doutera pas, à l'arrivée du printemps, vous serez nombreux à vous y lancer. Pourquoi pas toi, Lolo, d'ailleurs, ça te fera pas de mal. Ouais, non, moi c'est bon, laisse-moi tranquille avec la montagne. Mais par contre, j'apprécie énormément cette photo. Déjà, elle est magnifique, elle est très bien cadrée, le spot est ouf. Félicitations, t'es monté en haut du Galibier. Le vélo, j'ai envie de te dire, il est fait avec goût du début à la fin. Alors là, grand respect, magnifique. Vraiment, le choix des couleurs et tout, top. Mais aussi le détail. T'as parlé du détail, Flo, certes, dans les couleurs, les gaines assorties et tout. Mais moi, j'ai envie de te dire le détail de la pose du vélo. Est-ce que tu as bien observé? Les deux valves des roues sont placées en haut. Ouais. La manivelle est placée à l'horizontale, la chaîne est sur le petit pignon et sur le grand plateau. Donc tu vois que le mec quand même, il a le souci du détail plus. Il a fait la photo parfaite. Ouais, j'aimerais pas être Donc en déjà, coloc avec parce que lui, il doit être du genre à trier ses chemises par couleur dans la penderie. Ça c'est sûr. Mais tu vois, il faut le souligner. Tu as tout à fait raison. Pour le coup, il y a un vrai effort pour faire une belle photo et tout. Moi, je dis grand respect. Là, Oui, et ben, vraiment top. Et puis le vélo, en plus, c'est une marque basque. Alors tu vois forcément.
T'es obligé d'avoir un C'est beau pour ça qu'on l'a souligné dans ce show et qu'on l'a mis en avant. En tout cas, merci pour vos contributions dans l'application de GCN. Continuez à nous envoyer vos plus belles photos de vélo. Et nous, on se retrouve très bientôt, la semaine prochaine. D'ici là, jeudi, samedi, dimanche, des vidéos sur GCN en français. Salut mon Lolo! Allez, ciao!